Je crois que j'aime bien surtout le comité qui était derrière l'organisation de cet événement, en particulier M. Benatta. M. Benatta, Kane. M. Benatta, ما كانش معنا ان فرونسي اللي ما يفهمش العربيه ياك. فهمت، انا لست شاعرا ولكن لقيت راسي نكتب الشعر ليك في الحقيقه. شكرا الله يحفظك. وداك الشيء علاش الا ما كانش الاخر ولا درت بعدا واحد لا تراديكسيون، ولكن غادي نقولوها اون اراب ان شاء الله. الوقت لا درك عادي بدي الكونتور. Je vais être bref. La présentation de cette thématique relative à quelques spectres, un peu de lumière. J'étais sur le delta de la Melouia. Plusieurs informations qui ont été déjà diffusées par M. Sbari. Je me permets si je tombe dans la redondance, mais je vais les évoquer d'une autre façon. Donc, le delta, ce sont des informations qui sont déjà diffusées, vulgarisées à tout le monde. Le delta donc, est situé dans une zone de déformation liée à la convergence des plaques africaines et eurasiatiques, avec des failles qui sont actives à proximité, qui peuvent influencer la subsistance du delta. Ce facteur est ajouté à l'élévation du niveau de la mer. Les sédiments présentent des fossiles, ils renferment des fossiles qui peuvent reconstituer les variations climatiques et la variation du niveau de la mer, surtout pendant la dernière glaciation. Les dépôts qui sont principalement formés des alluvions, c'est-à-dire des sables, des limons et des graviers. On parle d'une granulométrie comprise entre de la puissance x10 la puissance moins 3 à 63 mm, qui recouvre des formations géologiques plus anciennes. Ces alluvions qui sont déposés surtout durant l'Holocène, c'est-à-dire les 10 000 ans derniers. Ça, sur le plan géologique. Morphologiquement, c'est un des rares deltas méditerranéens qui a conservé une dynamique relativement naturelle, bien que fragilisée. L'installation des aménagements hydrauliques d'envergure en amont, tels que le barrage Moussar Hemmadi en 55 et le barrage Mohamed V en 67. Après, sur des affluents, le barrage de l'Grès sur Ouadza en 2005 et le barrage de Hassando en amont, la Haute Melouia, et un grand barrage aussi est en cours d'exécution sur la Melouia occidentale au niveau de l'oued de Zubzit. Donc, normalement, même le titre que j'ai proposé, normalement, j'estime que c'est fort. Ne parle plus du delta de la Melouia. Melouia, c'était avant l'installation des aménagements en amont. Toujours morphologiquement, l'installation de ces aménagements ont réduit drastiquement ce qu'on appelle le budget sédimentaire au littoral. Peut-être on peut dire qu'il s'agit d'un delta de Soussaf, un delta du dernier tronçon de l'oued Melouia. Sur le plan de la biodiversité, c'est un hotspot de la biodiversité. Il y a différents habitats, un milieu marin, un milieu lagunaire, un milieu dunaire, des marais temporaires, des roselières, des forêts surtout qui présentent le type de tamariciette
et l'eucalyptus, ainsi que des zones ou bien des terres agricoles. Aussi, il y a une diversité écologique en ce qui concerne la faune, les poissons, les oiseaux, les mammifères, les reptiles. Voilà, normalement, c'est un laboratoire naturel pour l'étude de la dynamique des deltas méditerranéens sous pression anthropique. Et c'est un sanctuaire écologique vital de la biodiversité, surtout aviaire. Sa valeur réside dans la combinaison des processus géomorphologiques actifs, d'une histoire géologique récente et d'une richesse écologique bien diversifiée. Mais c'était auparavant. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Le tout dans un état de fragilité avancée. Dans un état de fragilité avancée qui en fait un enjeu crucial de préservation. En entamant de façon très brève quelques résultats de l'étude technique qui a été faite dans ce sens sur le dernier sous-bassin de l'Anguilla. Toujours. Je vais présenter uniquement quelques résultats techniques en étudiant les paramètres climatiques. Nous avons abordé l'analyse en composantes principales, ciblant quelques paramètres climatiques. Et nous avons constaté qu'il s'agit de quatre quadrants qui présentent des caractéristiques bien distinctes. Le quadrant en haut à droite qui présente des années humides avec une forte influence saisonnière, c'est-à-dire l'évapotranspiration est élevée. Le quadrant en haut à gauche présente des années sèches avec aussi une influence saisonnière très élevée, l'évapotranspiration. C'est typique à une sécheresse estivale. Et le quadrant à gauche en bas présente des années à la fois qui sont sèches avec une faible évapotranspiration, caractéristique d'une sécheresse généralisée ou bien structurelle. Le dernier quadrant qui est en bas à droite, qui correspond à des années humides avec une faible influence saisonnière de l'évapotranspiration. Donc, en somme, on constate que ce paramètre, l'évapotranspiration, est un fait marquant pour la région de l'Oriental. On parle de ce sous-bassin. Le deuxième résultat, nous avons étudié plusieurs indices climatiques, mais je me contente de présenter un seul qui correspond à l'indice de Pugy. Cet indice qui mesure la pertinence saisonnière des précipitations. Il consiste à calculer la somme de 3 mois successifs et afin d'évaluer la pertinence saisonnière dans un tel sous-bassin. Il s'est avéré, après le calcul, que le type de l'influence de pertinence saisonnière pour le sous-bassin de Soussaf est du type
automne, hiver, printemps et été, avec un cumul le plus élevé enregistré en- pendant les mois d'octobre, novembre, décembre. هاد لي فلاش مانيش نشوفهم هنا. هذا اللي فوق. Donc le diagramme en bord thermique pour l'excitation avec des distributions hétérogènes au cours de l'année. Mais ça c'est la moyenne, c'est la moyenne. Nous n'avons pas les précipitations chaque mois, mais c'est la moyenne calculée à partir d'une chronique s'étalant de 90 à 2020. Donc une distribution hétérogène avec des pics qui sont enregistrés pendant le décembre, novembre, janvier, novembre, mars, en troisième position, janvier. La période de sécheresse, c'est effectivement la période d'été, là où P est inférieur ou égal à 2T. Donc c'est le minimum. La courbe présentant l'évolution de la température au cours de l'année, c'est une courbe caractéristique d'un climat tempéré. L'indice SPI, donc pour évaluer, ou bien pour trouver, classifier les années sèches ou humides, donc l'utilisation de l'ancienne formule stipule qu'il faut multiplier l'écart type fois la pluviométrie de l'année, considérée divisée sur la moyenne de la chronique utilisée. Ça ne reflète pas la réalité. Pourquoi? Parce que si dans une station qui enregistre une moyenne de 100 mm, au cours d'une année donnée, on a enregistré 120 mm, on la classe dans les classes des années humides, alors que ni 100 mm ni 120 mm ne sont pas suffisants pour pratiquer une agriculture irriguée. Une agriculture irriguée demande au moins un seuil de 300 mm par an. Alors que dans le sens opposé, c'est une station qui enregistre un moyen de 900 mm, et au cours d'une année donnée, on a enregistré 850 mm, on la classe comme une année sèche. Donc, c'est la raison pour laquelle que l'indice standard des précipitations a été évalué, et un modèle approprié, il faut fonder les calculs sur un modèle approprié pour donner les classes climatiques des années de la chronique en question. Et puisqu'il est conçu pour l'adéquation à plusieurs échelles pour l'analyse pluviométrique. Normalement, il mesure l'influence de la réduction pluviométrique sur les propriétés humides du sol et les réserves superficielles et souterraines, raison pour laquelle que plusieurs échelles chronologiques qui sont considérées selon le but cherché, pour évaluer, pour avoir un aperçu sur l'influence des fluctuations sur les réserves superficielles et souterraines. Donc c'est l'SPI 12 qui doit être appliqué. Donc ça, c'est le résultat, c'est déjà présenté par M. Slaré. Donc il y a normalement la dominance des années sèches. La dominance des années sèches, cette chronique de 31 ans, nous avons un total de 19 années sèches contre le reste humide. Et la degré d'humidité, il y a plusieurs classes. Il y a plusieurs classes, mais on note normalement l'alternance des années sèches accentuées et des années modérément humides. Normalement, pour parler des réserves superficielles et pour évaluer un bassin versant, la modélisation, normalement, c'est l'épine dorsale.
pour l'étude hydrologique. Je me contente de présenter uniquement une validation qui a été faite sur la chronique 2003 à 2020 en utilisant le modèle génie rural à 2 paramètres au pas de temps mensuel, donc sans tarder, parce qu'il y a plusieurs constatations qui peuvent être tirées à partir de ce résultat. On est arrivé à conclure que le modèle a bien reflété la dynamique générale, avec des limites face aux extrêmes, aux étiages et aux excès. Aussi, ce résultat, normalement, c'est la feuille de route. C'est la feuille de route lorsqu'on envisage de planifier une gestion rationnelle et durable à l'intérieur d'un bassin donné. أنا مسيو السباعي هو اللي لقيته في التالي، يعني في الحقيقة أنا لست أتعاطى للشعر ولست شاعرا، لأن الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. ولكن هذه المرة الثانية، وهو السي كبير راه شاهد على ما أقول، هذه المرة الثانية كاع باش في هذه باش أنني اضطررت اضطرارا أنني أكتب أبياتا شعرية، ما عرفتش واش ولست أنضبط لقواعد الشعر العروض أو الميزان أو ما يسمى بالأبحر 16، يعني مجرد عناوين أعرفها، لكن هو شعور. في الحقيقة هذه هدية، ولو أنني حملت السي ابن عطاء أو سأقوله ما لم يقل في هذا الشعر، ولكن لا إله إلا الله، لقيت راسي قبض الستيلو ونكتب واحد الأبيات متواضعة، ولو بريمي تيراج لم أنقح ولم درتها عفوية وغادي نقراها، ولكن هي في الحقيقة في النهاية وجدتها أنها يعني تعرض يعني جانب من أسرة فيه ثاني واحد المشهد درامي، ديال السي بن عطا مع الدلتا، لأن راه شاد درك التراب. كملت غادي نقولها سي لا الشعر غادي نقولو درك، راني جاي نقول الشعر. مالي ريزلتا راه واش نقولو ولا ما نقولوش؟ ما نقولوش؟ لا ما نقولوش. شكرا.